La Côte d'Ivoire arrive au 4e rang des pays de provenance des migrants clandestins en direction de l'Europe. C'est un drame des temps modernes qui mérite absolument qu'on en parle. Et on en parle ce soir dans la télé d'ici avec notamment deux invités, une spécialiste des questions de sensibilisation et de communication au niveau du bureau de l'UNESCO à Abidjan et l'ambassadeur de l'Italie. Tout ceci, tous ces entretiens seront évidemment soutenus par la présence de deux ex-migrants qui nous apporteront évidemment leurs témoignages. Sur la scène de la télé d'ici, on recevra Michel Kocha, un prodige vocal, autant vous le dire, qui a été révélé en 2015 à la faveur de The Voice en Roumanie. Eh bien, ce soir, la télé d'ici braque ses projecteurs sur ce talent pour justement le propulser, le mettre en avant et certainement le faire découvrir donc aux Ivoiriens. Il est depuis quelque temps établi en Côte d'Ivoire. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. La télé d'ici, votre rendez-vous quotidien tous les soirs sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour évoquer des questions qui vous intéressent forcément. Ce soir, on a choisi avec Pierre et Princesse de parler de l'immigration clandestine et on a beaucoup de plaisir à recevoir Evelyne Débat, spécialiste du programme communication et information du bureau UNESCO d'Abidjan. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cheikh, merci. C'est quoi votre rôle à l'UNESCO? À l'UNESCO, en fait, je m'occupe des questions des sciences de l'information. D'accord. Ça veut dire quoi en français facile? En français facile, ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui est politique de l'information et de tout ce qui est également communication interne. D'accord. Et quel est le lien avec l'immigration clandestine, par exemple, si on devait faire un rapport? Si on veut faire un rapport, l'UNESCO, c'est l'agence qui promeut la liberté d'expression et donc nous avons décidé d'apporter les médias dans la question de la migration irrégulière, justement pour amener les médias à produire plus de contenu. Non seulement pour dénoncer, mais également pour montrer les côtés positifs de la migration régulière. D'accord. Voilà. Donc, OK. vous invitez, par exemple, à vous intéresser plus en profondeur à la question. D'accord. Vous n'êtes pas seul. Stefano Lo Savio, vous êtes l'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous. Merci beaucoup de l'invitation. Mais c'est avec plaisir. Le choix de l'Italie n'est pas fortuit. C'est une des destinations, j'ai failli dire privilégiées, des migrants clandestins. Tout à fait. Vous en avez une idée un peu plus claire? Pourquoi l'Italie? Parce que on peut le considérer l'Italie comme un navire de la Méditerranée. C'est le premier pays qu'on rencontre lorsqu'on vient d'Afrique. D'accord. Et forcément, c'est le plus proche à l'Afrique, c'est le premier pays qu'on rejoint. D'accord. Majika Diarasuba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une ex-migrante. Oui. Est-ce que c'est valorisant, ça vous valorise qu'on dise que vous êtes une ex-migrante? Non, pas vraiment. Pas D'accord. vraiment. Parce que quand je suis allée, j'ai eu de l'expérience, donc je vais expliquer ça à mes versants. D'accord, ok. Très bien. Justement, de ce témoignage, on en aura besoin. On aura également besoin de celui de Marius Bogbei. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Vous étiez dans quel pays, vous? Moi, j'étais au Maroc. Au Maroc. D'accord. Comme pour dire que l'immigration clandestine ne concerne pas que les pays de l'Occident, mais aussi des pays donc, du Maghreb sur lesquels on va évidemment revenir. Bonsoir, Princesse. Bonsoir, Cheikh. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Alors, très bien. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, c'est une question que je vous pose à vous deux, que les nombreuses campagnes de sensibilisation qui ont été menées jusqu'ici pour dissuader les candidats donc, à l'immigration clandestine ont porté des fruits? À mon sens, oui. Je pense que ça a porté des fruits. Mais d'un côté, je dirais non, parce que justement, jusque-là, on a fait des campagnes ciblées, c'est-à-dire des campagnes axées, par exemple, sur des activités. Les médias se sont intéressés à la question quand c'était de l'actualité et après,
on a oublié le sujet. Il y a un relâchement. Voilà, il y a eu un relâchement. Et c'est justement contre ce relâchement que l'UNESCO vient avec un projet comme celui d'autonomiser les jeunes, mais de les sensibiliser à travers les médias. En fait, la question est tellement importante que pour nous, ça devrait faire partie des programmes de télé, de radio, que la presse, on va dire papier pour faire la différence, devrait en faire des sujets au quotidien. Donc, si on mène de telles actions, effectivement, on pourra avoir des résultats. Et si on réussit également à atteindre les parents, parce que l'un des facteurs de ce qu'on a pu découvrir aussi, c'est le retour. Les migrants, les ex-migrants ont peur de revenir à cause justement de l'accueil qui leur est réservé par les parents, par les amis. Ils sont considérés comme des personnes maudites, comme un échec de la Comme un société. échec, absolument. Voilà. Ouais. Je suis allé me chercher, finalement je suis revenu, je n'ai rien eu. Voilà. Exactement, Donc on c'est peut ça. faire à la limite peut-être ce cache. On va peut-être en parler avec, forcément avec Madjalia et Marius. Alors, on va peut-être regarder cet élément qui est extrait donc d'un documentaire excellent hein, produit par Hémisphère de Patrick Fandiot, Retour d'enfer, qui traite justement de la question de l'immigration clandestine. On va d'abord regarder ce magnéto qui est en fait un témoignage, sinon une succession de témoignages de migrants au Niger. On regarde et on revient juste derrière. Il y a d'autres, par contre, demandent à chacun de donner une telle somme. Peut-être qu'ils peuvent demander 20 000 par tête. Nous étions au nombre de 120 personnes. On vous met là, on dit chacun donne 20 000, 20 000. Pour ceux qui n'ont pas 20 000, ils sont tabassés comme des chiens, avec des bâtons, même des tuyaux. الله اكبر على الجردان الله اكبر تنزح نصرتها تسحبها مالها Et ils ont pris tout notre argent qu'on comptait prendre pour payer le bateau pour la traversée du désert et aller en Europe. Donc de là-bas, j'ai payé tout mon argent, presque 900 et quelques mille, tout est gâté dans ça. Donc c'est comme j'étais en prison, parce qu'on m'a enfermé juste pour prendre tout mon argent. Donc ils ont tout pris, quand ils ont pris aussi, j'ai cherché maintenant à me retourner. Pour t'enfermer là, on te frappe, on te maltraite. On dirait les animaux, c'est comme ça on nous fait. Juste pour avoir ce qui est sur nous. Si tu n'as pas l'argent aussi, si toi, forcé, tes parents vont t'envoyer l'argent pour te libérer. Parce que même pour appeler tes parents, même pour leur dire, ah, votre fils est avec nous ici, mais il est en prison, il faut une telle somme pour pouvoir le libérer. Avec tout ça, ils vont essayer de te frapper. Quand tu vas crier au téléphone, même tes parents même vont entendre, ils vont savoir ce qui se passe. Voilà, c'était donc un extrait de Retour d'enfer, un document donc réalisé par Hémisphère sur la question de l'immigration clandestine. Alors, Madjika Diarasouba, vous étiez dans quel pays? Moi, j'étais en Libye. En Libye. En Libye. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir quitter votre pays? Et c'était quoi votre destination? Vous vouliez aller où? Bon. J'ai quitté la Côte d'Ivoire dans l'obtention de mes rentes en Europe. D'accord. L'idéal, c'était Peu de importe, rentrer... peu importe le pays. Dans ma tête, c'était de rentrer en Italie. D'accord. L'Italie, après, aller en France. D'accord. C'est ce que je voulais. Et vous vous retrouvez en fait sur le chemin en Libye. En Libye. Quand je me suis retrouvée en Libye, vraiment, la Libye, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile, c'est calvaire. Personne ne doit aller en Libye, franchement. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé En là-bas? Libye, quand je suis allée, j'ai vu des ghettos. Des ghettos, ça veut dire où on enfermait les Africains, parce que c'est toute race. Ce n'est pas forcément les Ivoiriens, on se retrouve avec toute race là-bas. On vous met en prison, la nourriture, c'est difficile. Les coxeurs, ceux qui sont censés, nos convoyeurs, ils nous volent, ils te mentent. Les fameux passeurs. Les fameux passeurs. Ils se disent que c'est l'Eldorado. Tu vas voyager en bout d'une semaine, mais quand tu arrives, là, il y a des réalités. D'accord. Moi, je partais pour un mois, mais j'ai fait 1 an. Un sans an en voyager Libye? En Libye. D'accord. Pour circuler, tu ne peux pas. On m'a mis dans une coffre. Ok. Tu ne peux pas circuler normalement comme on circule ici. Ils te font payer de l'argent chaque fois, jusqu'à ce qu'on nous arrive à un moment où on nous est kidnappés. Donc, ce n'est pas du tout facile. Kidnappé par qui? Par les Asmae Boys. Les Asmae Boys, on va dire que ce sont les bandits, les brigands qui sont sur l'eau. Parce qu'il y a la marine et il y a la Asmae Boys. Quand les Asmae Boys t'attrapent, ça, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'ils font? C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Si, au niveau des femmes, ils font tout ce qu'ils peuvent. Torture,
agression, viol. D'accord. Au niveau des hommes, eux, ils les battent à tout moment. Ils mettent même les prises de courant sur eux. Franchement, c'est terrible. Ils les Juste électrocutent. pour avoir de l'argent. D'accord. Même quand tu payes de l'argent, tu sors. Mais tu peux croiser quelqu'un d'autre qui va te kidnapper encore. D'accord. Au fur et à mesure. Jusqu'à ce que soit tu prends le bateau, soit tu rentres en Italie, ou tu meurs, ou tu retournes. Alors, j'essaie de comprendre comment vous est venue déjà l'idée de vouloir voyager. D'un. De deux, vous êtes parti d'où? Ou de quelle ville de la Côte d'Ivoire? Moi, je suis à Abidjan, je suis à Yopougon. J'ai décidé de partir à l'aventure parce que nos soeurs et nos frères qui sont rentrés en Europe, nous tous on voit des belles images. Et ils se disent que là-bas, tout va bien, les dorados, l'habillement, les vêtements, tu peux même aider les parents. Donc moi, j'ai décidé de partir dans l'optation d'aider un peu la famille. C'est vrai que je faisais un boulot ici, mais ce n'était pas financé. Je voulais avoir du financement. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller en Europe. J'aime beaucoup l'agriculture. Je m'intéresse à l'agriculture, mais je n'avais pas le financement. Après mon stage, je suis allée à Boaké, je me suis frotté un peu à Cacao, à Nakad. On finançait seulement que les hommes. Et nous, les filles, on se tapait tous les boulots. Et j'en avais marre. Et j'ai décidé de voyager, de faire comme les autres. C'est comme ça que j'ai pris la route. D'accord. Je suis allée au Mali. D'ici, j'ai pris le ticket, je suis allée au Mali. Vous avez pris le ticket avec qui? Moi, je suis allée acheter. D'accord. Pendant ce temps, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a approché, qui vous a donné rendez-vous quelque part? Comment ça se passe? Oui, j'avais mon coxeur qui s'occupe des voyages. Lui m'a demandé de l'envoyer 400 000 plus le passeport. Le passeport, plus que la voie illégale, le désert, je ne l'ai pas fait. Franchement. J'ai eu des gens qui ont pris le désert, ils m'ont interdit de prendre le désert, ils ont vu des morts, des viols. Donc, ils avaient trouvé un autre réseau du vol. D'accord. C'est comme ça Donc, vous êtes allé par avion? Par avion. En Libye? Oui. Mais je ne l'ai pas pris en Côte d'Ivoire, je l'ai pris au Niger. D'accord. Pourquoi vous ne l'avez pas pris en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, ce n'est pas facile. L'État n'accepte pas cela. D'accord. Vous l'avez fait en quelle année? En 2017. 2017, d'accord. Donc les autorités ivoiriennes ont pris toutes les dispositions pour vraiment limiter donc ce genre de voyage. Donc vous avez dû passer par le Niger. Effectivement. Marius, vous êtes approché comment? Et comment vous vous rendez en fait au Maroc? Au Maroc, bon, moi j'étais à Yopougon. C'est là que j'ai croisé une dame. Elle m'a parlé de son enfant, qu'il était au Maroc, qu'il jouait au football au Maroc là-bas. Et que tout se passait bien. Voilà. C'est comme ça. Quand elle m'approchait, elle m'a parlé de ça, elle m'a dit, moi, ça m'intéresse. Parce que moi, depuis que j'étais petit, j'avais l'ambition d'aller dans mon pays des rêves, le Canada. Donc, je me suis dit, non, je vais m'engager de Maroc, un peu. Je peux aller en Italie. D'Italie, si Dieu m'a béni un peu, je peux me retrouver dans mon pays des rêves. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça. Les années plus tard, la dame, son fils est arrivé. Elle m'a appelé, elle m'a dit, Marius, mon fils est arrivé. Comme tu dis, non, toi, tu veux. Ok, donc mon fils est là. Je vais te mettre en contact avec lui. Si tu es prêt, tu vas partir avec lui. C'est comme ça que nous avons mis en contact. Je lui ai demandé, Vladimir, pour pouvoir aller au Maroc, il faut combien? Il m'a dit non, en tout cas, il faut avoir beaucoup d'argent. Bon, moi aussi, j'avais fait un compte bloqué de 2 ans. Donc, parce que vous faisiez quoi comme activité? Moi, je suis menuisier. Menuisier, d'accord. Donc vous avez épargné vos revenus? J'ai fait un compte bloqué de 2 ans. OK. Et puis j'avais un petit argent encore que j'ai mis à côté. Donc c'est comme ça, Vladimir m'a dit, bon, pour pouvoir aller, il faut réserver d'abord un hôtel dès ici. Tu réserves l'hôtel. Maintenant, vous allez prendre votre billet. Tu as fait il y a déjà mon passeport. Donc maintenant, c'est pour payer maintenant le billet. Donc on s'est entendu. Moi, je suis allé à la banque pour aller faire le retrait. Ils m'ont dit, non, il manque quelques semaines. Ça va finir, ça va faire les 2 ans. Ils dit non, que c'est pressé. Parce que moi, je veux partir. Donc ils ont fait les calculs. Ce qu'ils pouvaient me donner, ils m'ont donné. Avec mon peu que j'avais à la maison, j'ai complété. En tout cas, c'est monté un truc de 3 500 000 et quelques comme ça. D'accord. Donc c'est ça, j'ai pris. Et je me suis engagé, mon ami Vladimir. Et vous êtes allé par avion? Oui, on allait par avion. D'abord, on est allé à Trècheville pour aller payer le billet. En ce temps, il manquait 10 000 pour faire 400 000 ou bien un truc comme ça. Et là, mon gars Vladimir m'a dit non, qu'il y a un autre système pour pouvoir payer le billet. On peut payer le billet en ligne. Et c'est comme ça qu'il a acheté le billet en ligne. D'accord. Quand il a acheté le billet en ligne, maintenant on nous a appelé qu'on puisse nous embarquer pour pouvoir aller.
Donc, on est arrivé maintenant. Quand vous dites on vous a appelé, qui vous a appelé et pour embarquer d'où? D'Abidjan? Bon, celui qui a fait le billet. Oui. D'accord, donc c'est une agence de voyage Voilà, non? celui qui a fait le billet. Ok. C'est lui qui est venu jusqu'au pour qu'on puisse. D'accord. Donc, quand il nous a appelé, il dit non, le billet est propre, le billet est déjà prêt, donc ils vont nous enregistrer dans tel jour en partie pour le voyage. Donc c'est comme ça, le jour arrivé, monsieur, on allait à l'aéroport, l'embarquement, c'était, on dit que le voyage était pour minuit. Minuit, on devait voyager à minuit, donc on est resté là jusqu'à minuit, on a fait l'embarquement. Et on est allé en avion. On est allé en avion, arrivé à Casablanca. À Casa, c'est là, l'aéroport se trouve dans la gare à Casablanca. Donc c'est dans ça maintenant. 6 heures, on a pris un taxi. On est allé maintenant à Oujda. À Oujda, pourtant Vladimir, il n'était pas joueur. D'accord. Il ne faisait rien là-bas. D'accord. C'est un rabatteur. Hein? C'était un rabatteur? Il ne faisait rien même. En fait, il s'est servi de mon agent pour pouvoir payer lui son billet pour pouvoir se retourner. D'accord. Donc quand on est arrivé là-bas, il a constaté que non, ce n'est pas un joueur, il n'est rien même. Ça a été une arnaque. Voilà, Ok. Sur place, quand vous y êtes, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous êtes au Maroc, vous arrivez donc au Maroc, vous réalisez que vous vous êtes fait avoir. Qu'est-ce qui se passe? Vous décidez de revenir? Non. Je suis resté avec lui, il a dit que bon, moi, je suis un homme de métier, je ne peux pas rester comme ça. Donc c'est comme ça, trouve-moi un Jossi, comme tu es un ancien là-bas, je vais faire. Donc c'est comme ça, il a eu un Jossi pour moi, Oui. dans un pack de lavage. Donc j'ai commencé à travailler là-bas, laver les voitures. Avant d'abord de commencer à travailler là-bas, le gars m'a dit d'envoyer mon passeport. Je lui ai donné mon passeport. Il a saisi mon passeport pour qu'il puisse travailler là-bas. Il a bloqué le passeport, il a saisi le passeport? Il a bloqué. Oui, ok. Il a bloqué le passeport pour qu'il puisse travailler. Ok. Bon, j'ai accepté. Il m'a dit, bon, tu as un parent ici, je n'ai pas de parents ici. Comment tu vas faire? Il dit, non, tout va dépendre de lui. Il dit, bon, ok, comme j'ai déjà ton passeport, tu vas dormir dans le magasin. Là. Tu vas laver les voitures, sur l'heure, tu fais. Moi, je t'enferme dedans, je vais à ma clé, toi, tu es dedans. Le matin, si je reviens, j'ouvre, tu commences le job. Il dit, ok, comme je suis un aventureux, il n'a pas le choix. D'accord. Je me suis engagé avec lui. Comme ça, travailler avec lui. Bon, il m'a dit, il va me payer 12 000. Il fait 200 dirhams, une journée. Bon, j'ai travaillé. Premier mois, il m'a payé mon agent sans problème. Deuxième mois, il m'a donné un peu. Troisième mois, il ne veut plus me payer. Bon, il a fait peut-être au moins 8 mois. Dans l'entourage où il travaille avec le lavage, il a fait 8 mois là-bas. D'accord. Bon, après ça, j'ai un ami encore, tu m'as vu, un ami arabe. Il m'a vu, il m'a dit que non, que lui, on peut josser ensemble, que lui, il a un boulot qu'il fait, mais ça la répond. Voilà. D'accord, mais l'histoire se finit comment? Est-ce que vous tentez peut-être d'aller en Europe ou vous décidez de rester au Maroc? Ça continue toujours. Oui. J'explique pour pouvoir aller jusqu'au bout. D'accord. Vous voulez que je coupe? Si vous pouvez abréger, oui. Ok. Ouais. Donc c'est comme ça que moi, à travers là, il y a eu un peu d'argent. Ouais. Je travaillais aussi, il lavait la voiture là, et puis maintenant je travaillais avec le gars à l'aéroport. Maintenant l'arabe, quand ils ont suivi que moi je travaillais à l'aéroport, donc ils sont venus dire à mon patron que moi je travaille à l'aéroport. J'ai une affaire là-bas. C'est comme ça le patron, le producteur du lavage, il m'a donné mon passeport et il m'a dit à partir d'aujourd'hui je ne suis plus à sa charge. Oui, d'accord. Donc maintenant, il m'a chassé. Il m'a chassé, j'ai rappelé mon ami Vladimir. Il dit, voici le problème que j'ai. Vladimir m'a dit que non, de venir, qu'on va aller à Tanger. À Tanger, il y a un voyage là-bas. Par là-bas, si je paye mon voyage, je peux partir. Et vous arrivez donc à Tanger, et qu'est-ce qui se passe à Tanger? Maintenant, arrive à Tanger, on me met dans la forêt. À Tanger, là-bas, quand arrivé, où il m'envoie pour le voyage là, c'est une grande forêt. Dans la forêt, là, il m'a dit, bon, le voyage là, il m'a présenté le guide. Pour le voyage, il m'a dit, ça fait plus de 1500 €. 1 million. 1500 €. Plus d'1 million. Voilà. J'ai payé les 1500 €. Ok, donc Sans 1 million. Ça, c'est mon premier voyage. Oui. Il a fait plus de 1 an même dans la forêt là, sans qu'on m'amène sur l'eau. Vous faisiez quoi? D'accord, vous étiez en attente dans la forêt? Oui, dans la forêt, en attendant dans la forêt. Okay. Plus de 1 an, ils ne m'ont pas lancé sur l'eau. Donc c'est comme ça que j'ai appelé mon père encore, je lui ai expliqué le problème. Et finalement, vous êtes revenu à Abidjan? Il m'a envoyé de l'argent. Oui. J'ai essayé encore, ça n'a pas marché. D'accord.
Donc, comme ça, Et dans cette affaire, on retient que vous avez perdu 3 millions. plus de 3 millions. Parce que j'ai travaillé là-bas. D'accord. Bon, vous avez épargné 3 millions, vous avez perdu 3 millions pour rien finalement en retour. D'accord. Comment s'organise, Evelyne Deba, les départs pour les enquêtes que vous avez pu faire notamment? Est-ce qu'il y a toute une organisation ou est-ce une nébuleuse? Non, nous, simplement, on a approché, parce que c'était important d'avoir leur témoignage, donc on a approché une association d'ex-migrants parce qu'ils sont assez organisés en Côte d'Ivoire et qui nous ont donné certains profils. Les histoires sont différentes. Marius, par exemple, il a essayé l'embarcation carrément sur l'eau. Ils ont eu des problèmes, d'Arasuba également. On a eu des couples. En fait, on a voulu avoir plusieurs profils et pour comprendre un peu les causes profondes. Est-ce que c'est un manque d'information? Est-ce que c'est un manque d'instruction, on va dire? Mais on s'est rendu compte qu'il y a tous les profils. Il y a famille, il y a papa, maman qui décident de partir avec des enfants. Il y a des personnes qui ont un niveau, par exemple, de Bac 2, comme c'est le cas de Magika qui est avec nous sur le plateau. Il y a des personnes qui ne sont pas instruites forcément, mais comme ils l'ont dit, c'est l'image que les autres montrent. Quand ils réussissent à traverser, c'est dit, j'ai réussi, voici, tout va bien, c'est l'Eldorado. Et le passeur qui va vous approcher, qui les approche pour justement les inviter à cette aventure, ne leur dit pas le circuit, ne leur dit pas, vous allez passer du temps dans la forêt, ne leur dit pas que c'est des passages souterrains pour éviter la police selon le pays où vous vous trouvez, ne leur dit pas que vous pouvez vous retrouver entre les mains de trafiquants où vous serez vendus. Donc il y a toute cette, on va dire, tout ce côté, toute cette face cachée qui n'est pas visible, voilà, absolument, au risque de me répéter, mais qui est quand même important à aborder. Alors on la connaît, cette grande tragédie de la migration, on en parle encore ici aujourd'hui. Je voudrais commencer par vous lire un poème de Jean-Paul Inissan, qui est un poète d'origine marocaine, mais qui est aujourd'hui français. Nous les nomades et les migrants, nous sommes de tous les temps, de toutes les histoires et de tous les territoires. On a toujours voulu nous empêcher, chez les nantis, de nous installer, mais pour fuir la misère ou la guerre, nous allons toujours vers les pays qui prospèrent. Nous allons toujours vers les pays qui prospèrent. Quand les peuples ne sont pas heureux chez eux, ils changent simplement de lieu. Ce n'est pas une folle aventure, c'est presque une loi de la nature. Il vous faut prendre de la hauteur et donc de la grandeur. Il vous faut prendre de la distance et n'est pas réagir avec urgence. Lutter contre les migrations, c'est aller contre la créatrice évolution. Ce n'est pas en émettant des barrières qu'on arrête ce qui de nature prolifère. Donc, quand on lit ce poème, on a l'impression que c'est une fatalité, cette question de la migration, qu'elle va se répéter en permanence. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que la misère continue de pousser, d'alimenter ces départs? Je dirais la misère, oui et non, parce que j'ai envie de dire, il y a la misère partout. Si on veut montrer la vraie face aussi de certains endroits en Europe, on verra que l'Eldorado, c'est pas forcément en Europe. Mais j'aimerais, comme le poème le montre aussi, que là, nous sommes en train de parler de la migration irrégulière, de la migration clandestine, mais la migration en elle-même, lorsqu'elle est régulière, lorsqu'on respecte les règles, a ses bons côtés, à sa bonne face. Le but aujourd'hui, c'est de sensibiliser pour dire partir ou vouloir partir, c'est pas mauvais, mais partir par la bonne voie. En fait, c'est le vrai message. Parce que partir de façon irrégulière coûte très cher. Lui, il a parlé de 3 millions. Moi, j'ai écouté des personnes qui ont perdu 5, 6, 7, 8 millions, qui se sont fait arnaquer de bout en bout jusqu'à revenir, qui aujourd'hui ont des difficultés. Par exemple, je pense à Mme Assi qui a des difficultés d'enfantement, des personnes qui sont revenues avec des séquelles au niveau physique, au niveau mental, le traumatisme. Donc finalement, partir de façon irrégulière coûte très cher et c'est le message que nous voulons passer. On va arriver tout à l'heure à la question à l'Italie notamment, juste après cet élément Magnéto qui présente un peu la situation des migrants en Italie. C'est toujours un extrait du document Retour d'enfer, un document donc signé Hémisphère. Il ne savait pas que le trajet était long, donc il voulait rebrousser le chemin. C'était ma dernière fois de l'entendre. Je rêve qu'un jour il apparaît et qu'il débarque ici. Et on m'appelle pour me dire qu'on a vu ton petit frère. Il est arrivé. Je ne sais pas là où il est précisément. Je ne sais pas s'il n'est plus dans ce monde. Ou peut-être qu'il refuse de se faire voir.
J'ai pleuré parce que je ne sais pas s'il a encore envie aussi. Combien sont-ils partis ainsi sans plus jamais donner de nouvelles? Embarqués un jour dans un bus pour un voyage sans retour. Très souvent, trop souvent, un aller simple pour la mort. Combien de familles abandonnées à leur chagrin? Combien de parents plongés dans un drame silencieux? Un deuil impossible, comme celui de Déborah, à la recherche de son petit frère parti clandestinement pour l'Italie. Depuis le mois de février, on n'a aucune nouvelle de lui. Depuis plus d'un an, aucune piste, aucun indice, aucun témoin. Je demande, il me renseigne. Je présente la photo. Quelqu'un peut-être pouvait le voir le jour. Je te rappelle. Ça dure longtemps. On n'a pratiquement pas ces nouvelles, donc c'est inquiétant. Alors, il s'agissait plus précisément donc, du témoignage de familles de candidats à la migration qui n'ont plus effectué de retour. Avant de transiter par Pierre, Diarra Souba, quand vous êtes revenu, comment vos parents ont perçu ce retour-là? Comment je suis arrivée, au niveau des parents, ça s'est très bien passé. D'accord. Je n'ai pas eu de problème en cela. Il y a ma tante qui m'a bien accueillie, il y a ma maman, mon papa. Et l'insertion aussi, c'est très bien passé. D'accord. Pierre? Alors, on parlait justement de l'Italie qui est la porte d'entrée en Europe pour les migrants. L'Italie qui a été pointée du doigt à plusieurs occasions par rapport à une politique migratoire qui s'était, disons, corsée ces dernières années avec la Liga et Matteo Salvini notamment. Vous êtes ambassadeur aujourd'hui d'Italie en Côte d'Ivoire, vous avez assisté à tout ça. Est-ce que c'était difficile pour vous, pendant cette période-là, dans un pays où il y a autant de migrants qui partent, de savoir qu'on se retrouve dans l'impossibilité justement de rentrer ou de bénéficier justement de premières aides dans le pays après avoir traversé toutes ces horreurs-là dans le désert et par la mer ensuite? J'imagine que vous faites référence à la dernière politique pendant le gouvernement antérieur. C'est ça. Oui, je comprends la question. Je vois bien que vous n'aimez pas les questions faciles, mais ça me donne l'opportunité de répondre, j'imagine, en curiosité, parce que quand même l'Italie, c'est un pays qui est connu pour sa tradition d'accueil, de sauvetage en mer. Je ne vais pas parler des chiffres, parce que ce n'est pas le bon endroit. Mais quand même, la politique que le dernier gouvernement a menée, c'était une politique dure. Politique dure, mais qu'à mon avis, il a eu un effet positif. C'était ça le but. L'effet positif, c'était de réveiller les consciences européennes de l'Europe. Parce que, comme on vient d'écouter le poème que vous avez lu, la migration, c'est un phénomène épocal. Ça a toujours existé, c'est dans la nature humaine. L'être humain bouge, c'est pourquoi on a colonisé la planète. Ce n'est pas un phénomène d'aujourd'hui, mais c'est un phénomène énorme qui a besoin d'efforts particuliers pour être géré. Parce que la migration a toujours un effet positif. Ça veut dire a toujours existé et le croisement entre cultures a toujours eu un effet positif. À la fois sur le plan économique, culturel, humain même. Absolument. Mais il faut que le flux migratoire soit géré, et soit bien géré. Parce qu'on vient d'entendre notre cher ami qui nous a raconté leur histoire, ça peut avoir des conséquences terribles. Alors il faut gérer le flux migratoire, mais ce n'est pas pour empêcher les migrants de voyager, c'est pour la tutelle même des migrants. Parce qu'on a entendu l'argent qu'ils dépensent pour aller en Europe. Et si on veut être pragmatique, pardonnez-moi, parce que ça peut sembler cynique, mais quel est le retour de cet investissement?
il faut tout d'abord quitter son propre pays. Il faut faire face à la traversée du désert qui cause milliers de morts. Et on risque de rester bloqué en Libye, comme la dame vient de nous raconter, avec une odyssée qu'ils vivent là-bas. Ensuite, si on arrive à quitter la Libye, il faut faire face à la traversée de la Méditerranée, ce qui peut être encore plus terrible. Et si tu arrives à dépasser tout cela, tu te retrouves dans un pays étranger. La plupart des gens sans documents, sans argent, et c'est très facile qu'ils tombent victimes d'organisations criminelles. Et ça va ajouter de mauvaises choses déjà à une expérience terrible qu'ils ont vécue. Alors, je n'aime pas parler de migration clandestine, parce que ça donne je dirais, un significat négatif. Je parle de migration irrégulière, parce que les migrants sont les victimes. Ce ne sont pas des envahisseurs, ce sont des victimes. C'est vrai qu'ils sont effectivement approchés par des réseaux qui sont constitués et qui leur vendent du rêve et leur font croire parfois que c'est quelque chose de totalement légal. Tout à fait. Voilà, ce qui n'est pas le cas. On va marquer une pause. On va revenir juste après la pub pour poursuivre justement l'entretien avec Stefano, l'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire, sur notamment la politique migratoire. On fera également toujours un tour de table pour un peu comprendre donc les motivations des uns et des autres. On marque une pause et à la pub, on revient juste derrière. Et on peut attendre encore combien de temps comme ça pour avoir ces... Alors, quanto tempo? Le c'est que vous pouvez rester même presque 2 ans de temps dans un centre d'accueil. Si le juge prend sa décision et c'est négatif, après, vous risquez d'être resté ici et peut-être être rapatrié. Vous avez passé 2 ans de votre temps ici en train de traîner et vous n'avez pas eu la protection, vous n'avez pas eu les papiers qui vous attendaient. Pour eux, vraiment, c'est difficile de rester aussi longtemps dans les centres d'accueil sans rien faire. Parce que souvent, ils passent leur journée carrément sans rien faire. Ils peuvent rester même jusqu'à 2 ans de temps s'ils n'ont pas les moyens pour sortir de ces centres d'accueil et aller ailleurs. Parce que peut-être 1 sur 100 arrive à trouver un travail, peut-être. Mais c'est des petits boulots. Et il y a très peu d'histoires qui arrivent à se terminer bien et rapidement. Les migrants de l'Afrique d'Ouest sont tous considérés comme des migrants économiques. Côte d'Ivoire ou Sénégal, ou même Gambie, même Mali, même Nigeria aussi. Sont considérés comme des pays sûrs, pas un conflit. Ça ramène les juges vers une décision que, en fait, c'est plutôt vers non plutôt qu'un oui. Donc la plupart, ils sont rejetés et ils n'ont pas droit à la protection. Voilà, un événement qui situe, un élément, une séquence qui situe parfaitement donc, le contexte et qui nous renvoie donc à la question des différentes conventions migratoires. C'est ça, au final, on le voit, on l'a constaté, donc dépenses d'argent, mais aussi de temps. 2 ans de votre vie dans un centre d'accueil, c'est énorme, sans rien faire. Et donc, à la clé, partir n'est pas forcément la solution, puisque elle le rappelle dans le document, on n'est pas considéré comme des migrants politiques dans les contextes actuels de nos pays, mais plutôt comme des migrants économiques à la recherche d'une bonne vie. Alors aujourd'hui, on n'est pas dans une politique d'assistanat, on n'attend pas forcément des solutions qui viennent de l'Europe, mais j'imagine qu'il y en a, des partenariats qui se nouent. Aujourd'hui, quelles sont les solutions qui sont mises en place avec l'État de Côte d'Ivoire pour freiner justement ce phénomène des migrations? Alors, permettez-moi, je fais une petite prémisse parce que j'ai bien entendu la question que vous avez posée tout à l'heure, si quelque chose a changé au fur et à mesure des années. Beaucoup a changé grâce aux efforts, bien sûr, des partenaires de la Côte d'Ivoire aussi, mais surtout du gouvernement ivoirien, qui a mené une politique d'information et de sensibilisation sur tous les territoires. Vous avez vu un exemple, ça c'est un long métrage qui a été produit par le gouvernement ivoirien, qui a remué les consciences, il a fait comprendre de quoi s'agit-il en fait, parce que nous avons entendu tout à l'heure aussi que parfois les migrants arrivent en Europe et pour ne pas montrer son échec, ils montrent des photos, etc., qui racontent une autre histoire. C'est cela.
Et alors, si vous voulez mon appréciation personnelle, pendant 2 ans, je veux vraiment changer l'environnement ici en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé, pour me rendre compte, moi-même, c'était en 2017, c'était les moments les pires. On avait 120 000 personnes qui arrivaient à chaque année sur les côtes italiennes. Je suis parti un peu dans les pays. Je me rappelle à Dalois, j'ai fait une session d'information dans les quartiers les plus défavorisés. C'était encerclé par 5 ans de jeunes. Et j'entendais des choses qui me laissaient vraiment stupéfié. Il y avait quelqu'un qui pensait que la Méditerranée, c'était un fleuve, qu'on pouvait passer en pirogue. Et ça veut dire qu'il y avait toute une vraie désinformation. Exactement. D'accord. Alors, c'est grâce à tous ces efforts que la situation a vraiment changé. En 2017, on avait 120 000 migrants. L'année dernière, on a vu 10 000 migrants. Ça veut dire beaucoup moins. Absolument. Et ça, c'est les chiffres généraux, ça ne concerne pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi, les migrants se sont réduits de 10 fois par rapport à il y a 2 ans. D'accord. Après, il faut faire aussi une différenciation parce que parfois, tout le monde qui se déclare ivoirien en arrivant en Europe n'est pas vraiment ivoirien. Oui, parce que le président de la République rappelait justement que, vu les niveaux de revenus en Côte d'Ivoire, beaucoup de ressortissants de pays voisins ou de pays africains venaient en Côte d'Ivoire et prenaient le départ de la Côte d'Ivoire. Exactement. Ce qui, dans les statistiques, faisait penser que c'était tous des Ivoiriens. Exactement. Juste pour la précision. Princesse? Vous parliez de la condition des migrants en Libye. Ma question, c'est comment est-ce que les autorités italiennes s'assurent des droits humains pour contrôler, en fait, quand elles confient le contrôle des flux migratoires aux gardes-côtes libyennes? Ça, c'est une bonne question. Je me rends parfaitement compte que parfois, renfermer les migrants en Libye, ce n'est pas la solution. On vient de l'entendre, il y a des situations terribles, catastrophiques. Et il faut faire un choix. Ça veut dire, on les laisse passer la Méditerranée par des bateaux improvisés, on les laisse en Libye. Il faut avoir à l'esprit que, comme je disais tout à l'heure, la priorité, c'est la tutelle des migrants. Il faut juste trouver la bonne façon. En Libye, ce n'est pas l'Italie qui se prend soin de contrôler le respect des droits humains, etc., parce que c'est un pays souverain, la Libye. Mais c'est l'ONU, c'est l'OIM, c'est l'Organisation internationale des migrations qui contrôle les centres, etc. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui échappent à leur attention. Parce que lorsqu'on a entendu l'histoire de madame tout à l'heure, il ne parlait pas des centres, je dirais, formels. Ils sont victimes de bandits pendant la traversée, ils sont victimes d'organisations criminelles, même en Libye, qui la lèvent. Alors, ça ne rentre pas dans les cadres formels. D'accord. Alors, Madjika, est-ce que vous étiez conscient du danger avant de partir? Au départ, non. Au départ, non. Je voyais seulement le rêve de rentrer en Europe. Je vais vous raconter une petite histoire qui ne va pas trop durer. Moi, quand je suis arrivée en Libye, mon intention, c'était réellement de voyager. Quand je suis arrivée, un mois m'a envoyé à Zabrata. Pour aller à Zabrata, j'ai pris le véhicule, on m'a mis dans le coffre. Je suis arrivée à Zabrata. Quand je suis arrivée à Zabrata, j'ai trouvé une soeur, une amie, quelqu'un que je connaissais. Donc, ça fait que quand tu viens à l'étranger, tu vois une de tes copines, c'est intéressant. On s'amusait, on faisait un bavardage, on échangeait. Mais le jour qu'on avait dit qu'il y avait voyage, moi, je devais voyager pour la première fois, parce que j'ai pris plusieurs fois. Pour la première fois sur le Zodiac, on était 136. Sur un Zodiac? Dans le Zodiac. D'accord. Le Zodiac, vous qui ne connaissez pas, c'est le bateau gonflable. Ouais. On était 136. Okay. Les 136, on partait en roule. Arrivé un moment, le moteur est lâché. Aux côtés des filles, il y a eu des pertes d'humains. Le bateau a coulé et on a perdu plusieurs personnes. Avec cela, on nous a rattrapés. La marine est venue nous chercher. On nous a envoyés dans un camp de déportation où ce sont seulement les Africains qui étaient entassés, on était maltraités, tout. Ça nous a rien dit. Nos coxeurs nous ont remotivés. Voyagez, vous allez rentrer en Europe. Marie qui avait des pertes humaines, voyagez, vous allez rentrer en Europe. J'appelle mes amis, ils me disent non, tu vas venir, ça arrive, ce sont les trucs qui arrivent. Il faut essayer encore une fois. La deuxième fois, j'ai essayé de tenter. Je devais aller avec ma camarade, ma soeur, en question. Et moi, je devais faire un boulot. Je suis descendue pour aller travailler quelque part. Elle est restée à la maison. Et on les a envoyés pour voyager.
C'était en pleine guerre de Zabrata. À Zabrata, en ce moment, ça n'allait pas. Il y avait des tirs, il y avait la guerre, on s'est caché 7 fois, on tuait les Africains. C'était vraiment du n'importe quoi. Franchement, c'était pas... On kidnappait les gens en tout moment. On vient, on casse la maison, on vous ramasse, vous payez 600 000, 700 000. Et ma soeur en question, elle m'a appelé pour dire qu'elle doit voyager. Je t'attends, on peut ensemble. J'ai dit, bon, j'ai fini la journée chez la dame, je reviens, on va aller au bord. Et c'est comme ça qu'on quitte la maison. On arrive, il reste à la maison, elle prend la route pour partir. Arrivé au bord, elle voyage. Moi, je ne suis pas partie, plus que mon coxeur m'a doublé. On devait aller ensemble, il m'a dit de rester en train de travailler. Moi, je vais aller à la région. Et elle prend un navire. Et ils étaient 100 et quelques. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle est au bord. C'est difficile, ça se comprend. Quand elle m'a appelé, elle était contente. Elle me dit qu'elle va traverser. Elle vous appelle, elle vous dit qu'elle est au port. Au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Quelques instants, ils vont débarquer. Ouais. Donc, j'étais là, j'étais contente pour elle, mais je n'étais pas contente parce que moi, j'étais restée à la maison et ils n'étaient pas venus pour rester à la maison. C'est ça. C'est comme ça qu'ils sont partis. Et le lendemain, on nous a dit que... Le navire a chaviré. Voilà, c'est un peu la triste fin qu'on peut noter pour la plupart des embarcations, Stefano Savio. Je vous dis seulement qu'en 2018, on a sauvé 20 000 personnes dans la Méditerranée. Ça, c'est des personnes qui ont eu la chance d'être sauvées. D'être sauvées. Les morts, malheureusement, c'était 3 200 en 2017. Ce sont des estimations, parce que parfois, ils échappent à tout contrôle, on ne sait pas vraiment quels sont les chiffres. D'accord. Mais je veux revenir un petit moment sur la Libye, parce que j'ai oublié de dire que, vu qu'on est conscient, on a financé un programme pour faire revenir les Ivoiriens qui étaient bloqués en Libye dans leur pays. C'est cela. On a fait revenir l'année dernière 6 000 Ivoiriens en Côte d'Ivoire. On a investi presque 3 milliards de francs CFA. Et grâce à l'OIM et à l'État ivoirien... L'Organisation internationale des migrations. Voilà, merci. On a donné l'opportunité aux Ivoiriens qui étaient bloqués de revenir dans leur pays. Ce qui est très important. Evelyne Deba, on parle bien des fois de migration clandestine vers les pays de l'Europe, mais il n'y a pas que l'Europe. Ouais, il n'y a pas que l'Europe. Pour l'instant, on s'intéresse à l'Europe. Par exemple, dans le projet que nous menons, qui est un projet justement qui est financé par l'Agence italienne de coopération, on s'intéresse plus à cette destination, mais il n'y a pas que l'Europe. Il y a plusieurs pays d'Afrique qui sont également concernés par ce fléau, j'ai envie de dire. Mais quelqu'un a parlé sur le plateau tout à l'heure de misère. Est-ce que c'est la misère qui fait partie Je réfléchis tout haut et je me dis souvent que ce n'est pas forcément la misère qui fait partie. Certains observateurs pointent du doigt la répartition inégale des flux de la croissance, par exemple. Oui, ça vous ne partagez pas cet avis? Pas forcément. Parce que quand quelqu'un vous dit que j'avais un compte bloqué, j'ai cassé mon compte, j'ai dépensé 2 millions. Un ex-migrant m'a dit j'ai vendu un terrain de famille. Quelqu'un d'autre m'a dit j'ai dépensé près de 6 ou 7 millions. Donc, si on a 6 ou 7 millions, on peut investir dans un projet, on peut trouver du travail, on peut donner même du travail à cet homme. Donc, je pense aussi qu'au-delà de tout ça, il y a un problème peut-être de mentalité et de perception, de croire que forcément le meilleur est ailleurs, alors que souvent le meilleur n'est pas toujours ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous, l'UNESCO, avec ce projet, justement, nous voulons aussi que les médias, que la question de la migration, mais que l'autre face, en fait, j'ai envie de dire, de l'Europe, qui n'offre pas toujours les commodités, soit racontée par les médias africains, qu'on s'interroge, qu'on s'intéresse à la question et que nous, les Africains, en tant que journalistes, producteurs de contenu, nous racontions cette histoire qui est en réalité la nôtre. D'accord. On va marquer une pause et raconter une toute autre histoire. Elle est commerciale, celle-là. C'est la pub. On revient juste derrière pour un peu apporter un peu de sourire à cette atmosphère un peu morose. Retour sur le plateau de la télé d'ici. Ce soir, on parle immigration clandestine plus particulièrement. On est avec Evelyne Deba, Stefano Savio, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Italie, Majika Dirasuba et Marius Gbobey, 2 ex-migrants qui ont accepté gentiment de témoigner sur la question. Alors, pendant longtemps, on a présenté notamment la ville de Daloa comme l'épicentre des départs. Mais à écouter Marius, qui lui n'est pas passé par Daloa, c'est à croire que c'est finalement,
je dirais pas que c'est national, mais bon, ça peut partir de nulle part et de partout en même temps. Oui, de nulle part, de partout. Aujourd'hui, on parle plus d'Anyama, qui est une commune d'Abidjan, D'accord. qui est également une zone de départ, une zone de concentration. Mais il faut dire que d'après ce qu'on a pu écouter aussi, il y a plusieurs réseaux. Parce que vous écoutez 10 ex-migrants, chacun a son réseau. Ils vous diront, non, je n'ai pas pris le même réseau. Il y a plusieurs trajets, il y a des voyages en VIP, des voyages en Zodiac. En fait, il y a plusieurs formules de voyage. Il y a plusieurs formules de voyage. Bon. Et chaque formule a son prix, minimum 1 000 €. D'accord. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de bien orchestré et de parfaitement organisé. Alors, selon un rapport de l'Organisation internationale des migrations, le voyage des femmes serait un peu plus coûteux que celui des hommes. Pourquoi ? Ça, je pense que peut-être Magica pourrait peut-être dire, non? Je peux travailler sur la question. Concernant les voyages, c'est le même prix. Mais ça change quand on vous kidnappe, silo ou soit la marine vous prend que vous devez payer la somme pour sortir. Et prenez un exemple. Quand on dit les hommes, c'est 200 000. Vous te dites que les femmes, automatiquement, c'est le double. Vous allez payer 400 000. Pourquoi? La femme est chère en Libye. Quand on prend une femme dans la rue, on nous appelle les diamants noirs. Si tu dois avoir 600 000 dans une femme, mieux vaut chercher qu'à kidnapper toutes les jeunes filles noires. D'accord. C'est ce qu'ils font. Quand ils prennent les garçons, c'est moins. Mais quand ils prennent les filles, c'est cher. Il y a un commerce humain. Oui. Est-ce qu'on peut le dire? Parce qu'on a vu le documentaire, ça a évidemment choqué toute la communauté africaine et même internationale. Vous confirmez ces informations? Oui. Moi-même, j'étais la preuve qu'on était à la maison. Pendant la guerre des Abrata, où on s'est caché, ils sont venus, ils ont cassé la maison. Et le propriétaire de maison même nous a vendus. D'accord. C'est ce qu'on s'est dit. Quand ils sont venus, les hommes, ils ont payé 200 000. Nous, les femmes, on dit carrément 600 000. 600 000. J'ai une question. Est-ce que... Enfin, question... Je ne sais pas. Est-ce que vous avez tenté d'approcher... Enfin, est-ce que vous avez même l'opportunité d'approcher une représentation consulaire africaine ou je ne sais pas... Si, quand j'étais avec... Après plusieurs voyages, j'ai tenté encore dans le VIP, comme elle disait. Il y a une autre réseau qu'on appelle VIP. J'ai tenté VIP. Là-bas, le bateau a failli s'avirer. On a ramé à la main. Et il y a la marine qui est venue nous sauver. Nous a envoyés dans un coin à Zitane. Zitane, c'était un coin de déportation. C'est aussi forme de déportation en prison. C'est pareil là-bas. Il y a l'Union européenne qui venait nous visiter. Là-bas, c'était bien. C'est vrai qu'on était toujours enfermés. La nourriture n'était pas ça. Mais néanmoins, pendant chaque mois, ils venaient nous visiter. Quand ils viennent, ils nous donnent tout ce qu'on avait besoin comme femmes. D'accord. Là-bas, le voyage était diffusé pour venir en Côte d'Ivoire. Parce que plus qu'on traînait, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, il n'y avait pas de voyage. Et on a eu le numéro du consulaire. Je ne sais pas s'il peut dire son nom. Du consul? Oui. En Libye, M. Doumbia. Que moi, j'ai pris le numéro et je l'ai appelé. À chaque fois, je l'ai à ce qu'il vient nous chercher pour nous envoyer au pays. D'accord. Si vous avez un message à passer aujourd'hui à tous ces candidats et à toutes ces jeunes femmes qui tentent l'aventure vers l'Europe ou vers des destinations étrangères, vous diriez quoi? À mes frères et sœurs, je dirais l'Eldorado, c'est ici. C'est nulle part ailleurs. Tu vas beau tenter d'aller à l'aventure, renseigne-toi bien d'où tu veux partir. Il y a les fraudeurs, les menteurs, les escrocs qui veulent nous kidnapper à tout moment. D'accord. Voyage, c'est important, mais il faut voyager dans de bonnes conditions. D'accord. Marius, ce serait quoi votre message? Mon message, je veux dire à mes amis que l'Europe n'est pas le paradis. D'abord, la Côte d'Ivoire, on a tout ici. Avant d'abord de t'engager pour aller en aventure, va dans les normes. Si tu as tes papiers, tous tes papiers, tes visas, tu peux voyager sans problème. Mais pour prendre la voie que moi j'ai prise, je ne conseille pas mes amis de prendre cette voie-là. D'accord. Evelyne Desbords. Allez-y. Juste pour terminer avec un message positif. L'Italie aussi, il n'y a pas très longtemps, c'était un pays de migrants. On connaît bien la migration. On sait qu'aucun migrant quitte son pays avec plaisir. Alors, nous, l'année dernière, on a financé un programme, on donnait des chèques, des microcrédits pour lancer des activités économiques. Ça a très bien marché. Avec un chèque d'1 million, on a entamé 3200 activités génératrices de revenus. D'accord. Et là, on parle de 3 millions investis dans les voyages. Ça, c'est un côté. Mais si on veut partir,
on a des chemins réguliers. D'accord. Juste pour donner un chiffre, l'année dernière, on a délivré, les pays européens, 70 000 visas en Côte d'Ivoire. Ça veut dire 235 visas par jour, y compris le week-end. D'accord. Ça veut dire qu'il y a les chemins réguliers. Si on veut vraiment partir... Absolument. éviter... Il faut emprunter la voie légale. Exactement. D'accord. On va, puisque vous parlez de notes positives, on va justement se tourner vers Princesse. C'est le kiff du web qui n'a absolument, mais absolument rien à voir avec l'immigration clandestine. De quoi est-il question? Alors, selon vous, les garçons, quand on vous parle de pouvoir, vous pensez à quoi tout de suite? Pouvoir, argent, richesse. Pas mal. Argent, oui. Enfin, argent, je sais pas, présidence de la République, ou je sais pas, enfin, ouais. Institution de la République. Bon, je vous laisse découvrir ce que ce monsieur a à nous dire à propos du pouvoir. D'accord. Maître Jean de Dieu Momo, le ministre aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé en 2 secondes? Ce qui a changé en 2 secondes, c'est que j'ai un chauffeur, un garde-corps, le tapis rouge. C'est-à-dire j'ai les appareils de l'État. Ce que je ne pouvais pas faire en gagnant 100 millions comme avocat, je peux le faire en gagnant 900 000 comme ministre. Tout à fait. D'un coup de téléphone, je peux régler le problème de Longuet-Longuet. Son problème de passeport, un coup de téléphone. Voilà. C'est pas un truc que je pouvais faire avant. Ok, d'accord, merci. Ça, je vais vous donner juste un exemple. Ok, merci beaucoup. Ça veut dire que s'il n'y a rien d'autre qui est derrière le dossier, si c'est juste un simple truc de passeport, vraiment un coup, je n'ai pas besoin de un coup de téléphone. Vous avez les C'est pas que, non, je suis l'État. Ok, d'accord. Et quand on est l'État, on représente l'État, on a le pouvoir de changer les vies. Comme Longuet-Longuet, il y a beaucoup de personnes qui ont un coup de téléphone, je donne un travail à quelqu'un. Ce n'est pas toujours à la fonction publique, même dans le privé. L'émission est terminée. Voilà. Donc, c'est pour vous dire ce qui a changé. J'ai le pouvoir. Je suis le pouvoir et je suis au pouvoir. D'accord. J'ai le pouvoir, je suis le pouvoir et je suis au pouvoir. C'est où ça? Bon voilà, c'est le triptyque. Cameroun. C'est ça, oui. Si, il a le pouvoir, il est le pouvoir et il est au pouvoir. Tout à l'heure, sur la scène de la télé d'ici, on recevra Michel Kocha. Pour ceux qui ne sauraient pas de qui il est question, écoutez, il a été découvert en 2015 à la faveur de The Voice Roumanie. Voici en 1 minute 30 secondes qui est Michel Kocha. Une bonne raison, en tout cas, de rester avec nous, puisque dans quelques petites minutes seulement, Michel Kocha sera sur la scène de la télé d'ici pour 2 prestations. Il faut juste savoir que depuis 2015, il a produit notamment 2 singles. Et la télé d'ici se veut aussi propulseur de talent. On marque une pause et à la pub, on retourne en plateau avec nos invités. Retour sur le plateau de la télé d'ici sur ANCI. Alors, peut-être un dernier tour de table, messieurs, dames, pour conclure cette affaire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour enrayer définitivement ce grand plongeon dans l'inconnu? Evelyne Deba. Moi, je dirais, et je m'adresserai aux médias, bien sûr, je dirais qu'il faut multiplier les productions.
les reportages, des sujets d'investigation, des émissions, des magazines, pour sensibiliser, raconter notre histoire, comme je le disais. Il faut également montrer la phase positive de la migration régulière. L'ambassadeur l'a dit, il y a des visas qui sont délivrés. Et donc, montrer que si on réussit à monter un dossier correct, on peut obtenir le visa. Ici, on a de l'argent, on a 1 million, 2 millions. Pourquoi investir dans un voyage périlleux? Mieux vaut rester ici, investir dans un projet qui peut rapporter de l'argent. Donc moi, j'invite les médias à plus s'intéresser à la question en profondeur, de façon continue, de façon permanente, et aux parents à réserver un meilleur accueil aux ex-migrants qui ont le courage de revenir. Stefano Lo Savio. Eh bon, il faut faire exactement ce que vous êtes en train de faire. Il faut continuer de faire de l'information, de la sensibilisation, faire comprendre aux gens de quoi s'agit-il en vérité, d'un côté. De l'autre côté, il faut aider les jeunes à se réaliser dans leur propre pays. Ça, c'est un effort qui doit faire, bien sûr, l'État ivoirien, comme tous les États africains, mais aussi les partenaires européens, ils sont en train de le faire avec Absolument. Evelyne Deba, merci. Stefano Lo Savio, merci. Vous êtes ambassadeur de l'Italie en Côte d'Ivoire. Merci à Magica, merci à Marius, merci à Princesse et à Pierre. On va également remercier les étudiants de l'École technique informatique et commerciale éthique d'Abobo qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. Et on vous laisse en compagnie de Michel Kotia qui, comment dire, il capitalise bien de cover. Il a 2 singles à son actif et ce soir, il a choisi de nous interpréter 2 titres, notamment Mbwaniwe de l'illustre, de l'excellentissime Chino Rems, qui lui est d'ailleurs en France depuis un peu plus de 25 ans. Je ne sais pas si c'est... Non, ça doit être une immigration régulière. Voilà. Et évidemment, cet autre titre de Michel Kotia, Broken Vows. Ce sera tout pour la télé d'ici ce soir. On se retrouve demain d'ici la Take Care. Michel Kotia, right now, sur la scène de la télé d'ici. Bonsoir à tous, toujours un plaisir, comme d'habitude. Merci à l'ANSI. Hey! Yeah.
deuxième chanson est une chanson qui me parle particulièrement parce que c'est la première chanson que j'ai écrite en tant qu'artiste. Elle s'appelle Broken Vow et je vais la faire pour vous en exclusivité ce soir. Teardrops are falling, washing you out of my mind. I'm barely breathing, slowly I'm coming to life. I try not to get into seeing the good girl in you. You left me heartless, now I have nothing to lose. Sister saying that you love me, that you cannot live without me. You already broken the vow. I won't break down. You're coming too easy and nothing can stop me. It's too late now, 'cause the day that you want me, I won't be around. No, 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 no. For sorry, I heard it a million times. It's over for me, don't even bother to try. So take back the things you gave, the touches of love we made, 'cause I don't need it, anyone can be replaced. Sister saying that you love me, that you cannot live without me. You already broken the vow. I won't break down. You're coming too easy and nothing can stop me. Too late now, 'cause the day that you want me, I won't be around. No, 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 no. I stand my ground, won't let you on me with your broken vows. You keep calling again and again, but you don't understand how much did it hurt in the end. I'm still falling apart, you keep breaking that heart. The damage you cause us to start. I won't break it down. It's coming too easy and nothing can stop me. Too late now, 'cause the day that you want me, I won't be around. No, 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 no. Stand my ground, won't let you on me with your. Oh, no, 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 oh, oh. Coming too easy, nothing can stop me. Too late now. Yesterday that you want me, I won't be around. No, 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 no. Stand my ground. I won't let you on me with your broken vows. Bravo, merci beaucoup, Joe, bien.
Michel Kotia. Vous avez aimé ou pas? Attention là-bas.